pour dire que j'appelais de tous mes voeux, je dis bien de tous mes voeux, et je ne sais pas si ces choses-là se feront, mais pour qu'il y ait, jeudi, au Conseil général de l'Hérault, une majorité, se dégage une majorité citoyenne de gestion. On verra si les choses se font ainsi, et dans tous les cas, c'est mon vœu le plus cher. Et quand je parle d'une majorité citoyenne de gestion, naturellement, je parle d'une autre façon de travailler. Nous avons vu les résultats, nous avons vu la colère des citoyens, nous avons vu ce qui s'est passé, notamment dans l'ouest du département. Nous avons vu comment, sur Lunel, on est allé rattraper in extremis une centaine de voix qui ont permis, qui ont eu un effet politique. Bon, bref, tout ça c'est pour moi très préoccupant. Très préoccupant. Alors naturellement, le canton de Castelnau, il était tricoté, ça c'est clair, c'est plus pareil. Mais il y avait un débat entre le Parti Socialiste et nous. Donc pour moi, il n'y a pas de problème particulier. Bon. Mais en revanche, le nombre de candidats sur Montpellier, où il y a d'un côté le PS et de l'autre côté uniquement le Front National, et ailleurs le Front National contre je ne sais pas qui, ça me gêne. Je le dis, ça me gêne. Mais c'est le fruit d'une histoire locale, départementale, récente et nationale, qui nous conduit à ça. Ne vous y trompez pas, ça nous y conduit fatalement. Les gens sont désespérés, ils sont hors d'eux, ils sont en colère, et ils l'expriment. Alors bien sûr, c'est paradoxal de voir des gens qui critiquent la position nationale, la majorité, qui votent pour le Front National parce qu'ils pensent qu'il faut voter pour eux, et qui en fait font élire les socialistes. C'est étonnant, mais c'est comme ça. C'est l'histoire de la République, c'est l'histoire de l'Europe. Le populisme, c'est ça. Le populisme, c'est quelqu'un qui va voter Front National parce qu'il a pris un PV, l'autre parce qu'il n'a pas trouvé de place dans le cul pour se garer, et l'autre parce que, pour raison infiniment plus noble, parce qu'il est parce qu'il n'a pas de travail. Et dans une région, et dans notre département en particulier, où il y a 14% de chômage, 14% de chômage, qui, je le rappelle, ne sont quand même pas le fruit de l'opposition, avec 3 sièges avant et 3 cantons et 4 aujourd'hui. Je ne pense pas que l'opposition du Grand Conseil général pouvait plaider coupable sur la situation économique et sociale du département. Bon, ça fait rien, les gens continuent. Ça amène le populisme. Ça amènera le Front National à un étiage de plus en plus haut. Moi, je plaiderai à l'envie pour que les gens ouvrent les yeux, mais je pense que je plaide dans le vide. Voilà. Donc je redis avec beaucoup de sincérité. Donc je dis à notre collègue Durit, naturellement, je la solliciterai en tant que conseiller général, si tant est qu'il reste encore, parce qu'on a quand même voté, Dominique, mais on ne connaît pas toutes les compétences du Conseil général, parce qu'il y a plein de trucs qui vont disparaître, qui vont être uniquement à l'agglo, ça c'est exceptionnel. Notamment tout ce qui pour nous était important, c'est-à-dire les voiries. Tout ça va disparaître, Bon, enfin bref, on va voir la fin du parcours de compétences parlementaires. Et là aussi, on l'a entendu, et dans les deux camps d'ailleurs, parce que finalement c'est transcourant, mais aller demander aux gens de voter pour une institution où on n'a pas encore complètement défini les compétences, je trouve que c'est violent pour la démocratie. C'est très très violent. Bon, quand je voyais le Premier ministre qui faisait des grands numéros à la télévision contre le Front National, mais à part d'être né en politique la veille, tout le monde a compris que c'était quelque chose qui ravivait, qui plaçait finalement le Parti Socialiste comme le principal opposant au Front National. Donc par définition, ça voulait dire, si vous êtes contre nous, ceux qui sont contre nous, votez pour le Front National, tout en le combattant. Enfin, tout ça a été... C'est effrayant quand on voit le nombre de chômeurs dans ce département, quand on voit les difficultés des citoyens, le vote populiste, il est tout tracé, quoi. Il est tout tracé. La désespérance du terroir, plus l'incurie des politiques locaux, de toutes les tendances politiques, ça donne le résultat qu'on a vu dans cette partie du département. Et j'ai dit hier à la télé,
ce que je pensais sur l'un d'eux, d'ailleurs, au passage. Ils portent des responsabilités écrasantes dans cette affaire-là. Voilà. Bon, bref, en tous les cas, il y aura des moments de vérité pour eux, parce qu'il faudra, on voit, c'est dans ce secteur, le chômage baisse. Et pour le Parti Socialiste, il va y en avoir beaucoup, parce qu'aujourd'hui, en Languedoc-Roussillon, ils ont la pleine main sur les choses. Ils vont la garder. Donc à partir du moment où on garde la pleine main surtout la pleine main nationale et la pleine main locale, on ne peut pas rejeter sur l'autre les résultats économiques et sociaux. Ah, ça, c'est pas possible. Donc tout ça fait partie des réalités locales. En effet, c'est pas un mouchoir, ça a basculé du côté de la gauche. Vous dites que ça a été tricoté. En 2006, attendez, je voudrais terminer. En 2006, ça n'avait pas été tricoté et pourtant ça avait basculé à gauche. Si, c'était tricoté depuis 1790, Castelnau, puis Castelnau-le-Cresse, et en 2006, c'est quand même passé à gauche. Voilà. Je voulais juste faire remarquer ça. Je ne dirai pas plus, c'est celui que je suis en effet ravie de pouvoir participer à la mission sociale. C'est vraiment mon domaine privilégié et je pense que j'y prendrai plaisir et que les gens auront aussi intérêt à s'adresser à moi. Voilà. Je serai bien sûr à votre disposition, monsieur le maire, pour tout travail qui concernera Castelnau. Voilà. Quelques points pour compléter. D'abord, nous avons été, comme vous, très inquiets par ce qui s'est manifesté au premier tour, ici à Castelnau, dans les Hauts, comme au niveau national. Vous allez avec les artisans, L'interprétation n'est pas forcément la même, mais sur le constat. Du plat dédié, c'est pas nous. Chacun son tour, monsieur le maire. Donc, on ne vous a pas interrompu et on ne même pas le faire. Donc, le Front National a fait un score important. Il est arrivé en deuxième position ici à Castelnau et en troisième position sur le canton. Au second tour, la gauche s'est rassemblée et nous avons été très heureux de constater qu'autour du Parti Socialiste, qui était ici à Castelnau la principale force de gauche, il y a eu une progression des voix, puisque les listes, nous sommes passés à 40,7% des suffrages exprimés, alors que le total des trois listes de gauche, qui s'étaient présentées de façon divisée au premier tour, n'était que de 38,7%. Donc cette progression nous paraît importante. Les reports de voix ont bien fonctionné à gauche, mais la gauche reste minoritaire dans la commune. C'est ça, de ce point de vue-là, qui nous paraît important. L'essentiel des voix du Front National est allé au candidat UMP Frédéric Laforgue, mais celui-ci réalise un score important, dont nous le félicitons. Il réalise 59,3%. Sur le même périmètre, le canton a changé, mais par contre la commune, elle, est restée. Sur le même périmètre, vous aviez obtenu 53,9% en 2011, donc il y a une progression de 5 points. C'est donc un bon score et une bonne progression. Néanmoins, c'est plutôt faible par rapport à un contexte national qui a complètement changé, puisqu'en 2011, il y avait une très forte hostilité au président de la République de l'époque, qui était Nicolas Sarkozy, et que François Hollande, très honnêtement, bien entendu, nous sommes obligés de reconnaître qu'il est face au même phénomène aujourd'hui. Alors nous abordons donc avec modestie et avec fierté ces résultats. La fierté, c'est que Dominique et Renaud l'emportent. Et pour terminer par une note d'humour, vous nous avez dit hier, le reste du canton, c'est l'Allemagne de l'Est. Ça fera plaisir évidemment aux habitants de Bakou, de Clapier. Vous avez référence aux chiffres. Hein. Oui, non, les scores n'étaient pas soviétiques. Hein. À l'époque soviétique, on était très rapide, très souvent au-dessus de 90%. Vous avez soutenu. Non, je l'ai soutenu. Donc, il y avait 66%, c'était un bon score pour Renaud Calva, mais ça n'avait rien de soviétique. Donc, ce que pour vous rassurer, nous ne voulons pas évidemment un mur entre Castelnau et le reste du canton, mais au contraire, je pense que Renaud Calva et Dominique Curit sont bien engagés à faire travailler ensemble et dans l'intérêt de l'ensemble des habitants de ce canton, les habitants de Castelnau, mais aussi ceux des autres communes de la métropole qui sont dans ce canton et ceux des habitants de Montpellier qui sont avec nous également dans ce canton. Le rapport qui a été préparé par les services et par M. Deveintre est de bonne qualité, donc ça nous tenons à le signaler. Notre désaccord le plus important, après il y en a d'autres, le désaccord le plus important porte sur la conclusion. La conclusion, c'est un budget raisonnable, je cite ça. Un budget raisonnable. Monsieur Rouillot, on ne peut pas. Hein, je comprends que
là, nous sommes sur les taux. Là, vous nous Oui, êtes... je vais Vous avez parlé du rapport et la conclusion du rapport. Donc, ça veut dire que je vais être sur les taux. Laissez-moi quand même. alors, arrivez vite sur les taux, comme ça, on passe très vite sur les taux. Donc, mais c'est pour introduire notre réflexion sur le budget, puisque on vote, et c'est normal, comme au Parlement, d'abord les recettes et ensuite les dépenses. Mais évidemment, il est intelligent d'avoir une pensée qui est à la fois sur le côté des recettes et sur le côté des dépenses. Donc la conclusion du rapport qui a été préparé dit un budget raisonnable tout en étant conforme à nos engagements. De notre point de vue, ce n'est pas conforme à la réalité. Je vais le développer dans une première intervention maintenant sur la question des recettes et dans une deuxième intervention ensuite, quand nous passerons à l'affaire suivante sur les dépenses. Alors, sur les taux, je voudrais d'abord dire que le temps des promesses électorales est bien passé. On a tous une Bible, que vous connaissez, hein, je l'ai ramené pour la circonstance. Et dans ce document, qui était le programme de votre liste, il était dit « Nous nous engageons à baisser chaque année de 1,8% les impôts ». Plus exactement de 1,8% les taux d'imposition, puisque c'est les taux d'imposition qui relèvent de la liberté de la commune. Alors l'engagement était compréhensible, puisque la commune a une fiscalité très supérieure à la moyenne des communes de même taille, mais en même temps il était peu prudent, parce que l'endettement de la commune est élevé, 2,3 fois la moyenne des communes comparables, et les dotations de l'État sont en période de baisse, ça avait déjà commencé. L'engagement de baisser de 1,8, c'est parce que la révalorisation des bases était de 1,8, M. Rouillot. Et qu'à l'époque, nous ne savions pas que l'État baisserait à la loi de finances de 0,9 parce qu'effectivement, il y avait la baisse des prix, enfin, on appelle ça l'inflation, serait quasiment nulle. Donc permettez-moi simplement de vous dire que cette adaptation est logique. Deuxièmement, M. Rouillot, parce qu'on neutralisait les hausses de l'État par 1,8. Parce que 0,9 plus 0,9, M. Rouillot, à l'UMP comme au Parti Socialiste, ça fait 1,8. Jusque-là, ça va. Donc je voulais simplement vous dire que donc, nous étions dans cette logique de baisser de 1,8 parce que l'État augmentait de 1,8. Dès lors que l'État augmente de 0,9 pour les raisons que je vous ai expliquées, il est quand même très difficile de maintenir cette même baisse pour les raisons qui étaient celles de ramener à zéro l'augmentation. Deuxième point, monsieur Rouillot, on aurait pu continuer à faire un neuf qui représente autour de 130 000 euros, 139 000 euros, mais entre-temps, votre majorité, monsieur Rouillot, a décidé de nous saigner à blanc. C'est-à-dire qu'entre-temps, pour cette année, on nous pique 340 000 euros. C'est-à-dire, M. Rouillot, 3 fois à peu près 0,9%. Permettez-moi de vous dire que nous ne sommes pas des magiciens et que nous n'avons pas dans les sous-sols de la mairie une planche à billets. Nous ne l'avons pas. Donc, et si on en avait une, on ne s'en servirait pas. Donc, je suis quand même étonné pour quelqu'un qui est assez sûr de ses analyses, que vous n'ayez pas observé ce genre de choses. Et enfin, je voudrais vous dire, M. Rouillot, que beaucoup de mes collègues, qui avaient pris quelques engagements aussi, et notamment de ne pas augmenter les impôts, ont été contraints par des mesures prises par le gouvernement de les augmenter très lourdement. Il y a des mairies qui vont augmenter de vos amis dans les jours qui viennent dans notre secteur de 30%. Voilà. Donc nous, depuis 8 ans, nous laissons le taux à zéro. Depuis 3 ans, M. Rouillot, nous baissons les taux. Je vous mets au défi de trouver en Languedoc-Roussillon, on va rester au Languedoc-Roussillon, une commune qui fait aussi bien. Merci. Vous pouvez continuer. Je continue simplement, forcément en répondant un petit peu à un certain nombre de vos arguments. Non, mais monsieur, ça, écoutez, on va pas faire des allers-retours. C'est pour ça que je ne souhaitais pas être coupé. Donc, je l'ai fait, c'est pas grave. Non, mais je vous ai répondu à une partie, parce que sinon après c'est trop compliqué. Moi je parlais du point de vue de l'électeur, qui voyait sur un programme, on baisse les taux de moins 1,8% chaque année, et à qui on disait, à qui l'argument que vous m'avez donné n'était évidemment pas indiqué, à
Non, mais je ne peux pas deviner que l'État allait nous saigner à blanc, monsieur, excusez-moi. Et d'ailleurs, si on l'avait ça avait déjà commencé. Vous n'auriez pas fait un score aussi bas, vous auriez fait encore un score encore plus bas. Ça avait déjà commencé l'année d'avant, comme vous le savez. Donc, ça c'est le premier point, et il me paraît tout à fait important. Donc, deuxièmement, nous pensons qu'il n'y a aucun effort de justice sociale dans ces recettes, et nous, notre proposition, ça serait de faire une baisse supplémentaire sur la taxe d'habitation. Si nous faisons une baisse supplémentaire sur la taxe d'habitation, l'avantage que ça est double, laissez-moi finir, l'avantage que ça est double, premièrement, la taxe d'habitation concerne tous les résidents en Castelnau, que ce soit les locataires ou les propriétaires résidents. Et si l'on tient la promesse que vous avez faite, si on fait une baisse de 1,8% sur la taxe d'habitation, c'est 50 000 € supplémentaires qu'il faut trouver d'économie. Et ces 50 000 €, nous pensons qu'ils peuvent se trouver facilement dans les dépenses de communication, car comme Philippe Sorel l'a fait à Montpellier, si nous avions gagné, nous aurions commencé par baisser les dépenses de communication de cette ville. Monsieur Rouillot, vous venez encore une fois de faire la preuve de votre indigence dans la connaissance des affaires communales. Je vous rappelle que les taux sont liés. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aujourd'hui, pour faire plaisir à une clientèle, baisser la taxe foncière ou la taxe d'habitation. La taxe d'habitation, la taxe foncière ou le foncier bâti de façon individuelle. Les taux, c'est lié. Voilà. Donc ça, déjà, vous aurez appris quelque chose ce soir. La deuxième chose, monsieur, c'est que nous avons un des taux de taxe d'habitation des plus bas du département. 10% de plus que la moyenne de la France. Non mais monsieur, je vous en prie, arrêtez de dire des bêtises. Non, je vous dis que nous avons, je maintiens, monsieur, que nous avons l'un des taux les plus bas du département. Voilà. Regardez dans la région Languedoc-Roussillon, sur les communes de plus de 10 000 habitants, en taxe d'habitation, nous sommes dans les plus bas. Et dans l'agglomération de Montpellier, à part Montferrier et quelques communes, nous sommes dans les plus bas. Voilà. Pourquoi nous sommes dans les plus bas? Parce que j'ai toujours voulu privilégier précisément la fiscalité de ceux qui n'ont que la taxe d'habitation, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas propriétaires. C'est pas si lié que ça. Non mais attendez, c'est comme ça, ne cherchez pas. Parce que vous êtes indécent avec un certain nombre de places. Ce coup-ci c'est moi, à d'autres moments c'est d'autres collègues. Et vous m'avez parlé de Renaud Calva par exemple, comme de votre mec de Jacou. Apprenez à parler poliment des gens. Je ne dis pas des bêtises, je parle, vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi, c'est votre droit le plus profond, mais arrêtez de vilipender les uns et les autres. Monsieur Rouillot, quand on n'est pas poli, on a d'autres termes, moi je suis poli, j'appelle un chat, ce sont des bêtises, voilà, excusez-moi, des erreurs et des bêtises, voilà, excusez-moi, des erreurs peut-être. J'appelle un chat, donc je maintiens que vous dites des bêtises, voilà, c'est aussi simple que ça. Je suis quelqu'un d'ouvert, je l'ai démontré. À 1000 occasions pendant 30 ans, et qui entend continuer. Très franchement, on a vraiment envie de vous smatcher. Vous voyez, voilà, c'est comme ça, c'est dommage, parce que peut-être qu'on aurait pu faire des choses intelligentes, mais là vraiment, vous êtes vraiment l'opposition. Vous êtes le PS il y a 20 ans, 30 ans, c'est pas le PS d'aujourd'hui. Voilà. Et encore moins celui de demain, me dit ma voisine. Bon, mais écoutez, voilà, nous avons voté une baisse. Juste simplement une économie supplémentaire de 50 000 € sur les dépenses de communication, qui est tout à fait possible dans le cadre du budget de la commune. Par contre, il y a un gros désaccord sur la question de l'investissement. Et vous le connaissez, nous approuvons totalement la création du pôle petite enfance sur la zone du Caylus, ce qui est bien nécessaire, puisqu'il y a de nouveaux habitants qu'il faut accueillir, et par ailleurs, ça servira aux autres habitants du secteur, mais nous avons une opposition radicale au projet CASMA. Projet CASMA, dont on se rappelle que ce n'était pas comme ça que ça avait été présenté dans votre document de campagne électorale. Nous pensons qu'il faut investir moins mais mieux. Les deux projets, pour le petite enfance et CASMA, ont comme caractéristique commune qu'ils vont peser un peu sur le budget 2015 et beaucoup sur le budget 2016. Donc la réalité de ce qui est en train d'être présenté, c'est que ça passe bien cette année, comme expliqué, parce que le rapport de Thierry Levin est très clair. Bon, je le remercie et je remercie les services. C'est une année dans laquelle il y a 3 événements majeurs, que la baisse des dotations de l'État, que le passage métropole et que
la pause de l'investissement, mais c'est bien une pause temporaire dont il s'agit. Et il ne nous paraît pas raisonnable, dans une période où, comme vous l'avez dit très bien, monsieur le maire, les dotations de l'État vont encore diminuer parce que l'équipe actuelle qui est au pouvoir est sous un certain nombre de contraintes qui sont liées au fait que notre endettement, celui de la France, a très très profondément augmenté. Donc les dotations vont encore baisser, même si la reprise économique remettra un peu de beurre dans les épinards, j'espère, dans les budgets des communes. Il est important d'investir moins mais mieux. Et vous n'investissez pas moins mais mieux, au contraire, on rentre dans une phase de dépenses qui est trop importante. Le budget 2016 sera extrêmement difficile à boucler. Et vous nous dites aujourd'hui pas d'emprunt, mais je peux vous dire, votre politique, c'est beaucoup d'emprunts demain. Il faut dire que quand vous vous attaquez aux investissements des communes, et de la nôtre en particulier, c'est pas que le maire et la majorité municipale que vous attaquez, c'est l'économie. C'est-à-dire que, au-delà du fait que vous faites totalement l'impasse sur les besoins de la commune, sur la réalité de la commune, sur la réalité des équipements de la commune, en plus, vous souhaiteriez que nous supprimions quelques millions d'euros de plus d'investissements qui bénéficient aux entreprises du bâtiment et des travaux publics. Donc là-dessus, je n'y reviendrai pas, ça n'a strictement aucun intérêt, et j'ai pris l'engagement, je fais du temps, que je ne vous répondrai plus sur ce sujet, parce que là, comme disait mon grand-père, vous répapillez. C'est pas un mot grossier, hein, c'est un mot patois. J'ai eu la curiosité de regarder ce que le Parti Socialiste faisait pour financer certains équipements et certains fonctionnements. Je vais vous prendre un exemple. Il n'est pas loin. Il est à un quart d'heure de marche à pied de chez vous. Le Cress. Moins, parce que vous marchez vite. Vous pourrez faire. Tant mieux pour vous. Monsieur Rouillot, un bâtiment qui va être de la moitié de ce que nous faisons. Moins de la moitié. Il va coûter le double. Mais non, monsieur le maire. Mais si, monsieur. Renseignez-vous. Il y aura une bonne cinquantaine ou 80 logements dans le pays. Eh bien, monsieur Rouillot, je vais vous dire, vous venez justement de dire ce qu'il ne fallait pas dire. Vous mesurez l'horreur de vos propos. Vous venez d'expliquer qu'on allait faire payer aux logements sociaux à côté, et il y en a, hein, qu'on veut faire payer aux logements sociaux le bâtiment. Alors, le montant, monsieur Rouillot, le promoteur, il n'en fait pas cadeau. Hein. Enfin, si la dotation ne vient pas de la commune, c'est qu'elle reste chez le promoteur. Hein. Monsieur, je vais vous dire, ils ont pris un montage financier que pour ma part je dénonce. C'est-à-dire que pendant 30 ans, monsieur, chaque année ils font payer une somme considérable, hein, à leur commune. Quand vous multipliez par 30 ans, monsieur, c'est plus cher que notre bâtiment. Et c'est pas ça la gestion municipale. Je suis désolé. Jamais j'aurais osé faire ça et proposer ça devant le conseil municipal. D'ailleurs, je ne pense pas que mes collègues auraient accepté. Je voudrais bien savoir comment vous comptez financer l'investissement. Madame, nous sommes au budget 2015. Oui, et je vous en parle. Déjà une part qui concerne le CASMA. Voilà. On le finance puisqu'il n'y a pas d'emploi. Donc il n'y a pas de pour souci. la suite. Pour le budget 2016, chère madame, sachez bien que nous n'avons pas de soucis majeurs, ni même mineurs. Vous ne voulez donc pas répondre. Moi, je Écoutez, franchement, on Le n'est moment pas en que- Allemagne de l'Est, c'est la Corée du Nord. Ah non, mais on est dans la Grèce, la Corée du Nord. Vous qui êtes plus communiste que socialiste, vous n'aurez pas ces affaires. N'importe quoi. On va même donner toutes les Est-ce que le Conseil général a concernant- expliqué Je ne suis pas au Est-ce que Conseil le Conseil général a Nous expliqué sommes comment à il la allait commune de financer, Percé. combien allait coûter Terre Vive, hein, voilà. Bon, écoutez, ça a été voté. Hein. Voilà, mais nous aussi, ça a été voté. Ça a été voté, voilà. Voilà. Bon, pas de remarques autres que ça, mais c'était Donc pas je mal. constate que vous ne donnez pas les clés Mais je pour ne peux pas vous donner l'investissement. des réponses sur quelque chose qui n'est pas à l'ordre du jour, madame. Attendez. Hein, vous pensez bien que nous ne partons pas à l'aventure. On n'a pas des têtes d'aventuriers. On On se a lance passé en l'âge. 7 millions d'euros hors taxes d'investissement, Non, mais écoutez, sans réponse sur les subventions, sans réponse sur le Monsieur Rouillot, aujourd'hui, je mesure par vos propos, par ce dossier que vous remettez à la surface, naturellement, hein, et puis par le fait de nous demander de faire sur un budget de 40 millions, 50 000 euros d'économie alors que nous serrons le budget au maximum. Hein. Tout le On monde montre sait que votre désarroi, les monsieur dépenses Rouillot. de communication de la Je mairie sont comprends supérieures. votre désarroi, je comprends votre désarroi face à un budget
hein, qui, je le rappelle, baisse les impôts, emprunte pas, investit à un taux important et ne baisse pas l'aide pour la vie associative. Moi, je serai à votre place, je serai un peu comme vous, je serai embêté. Hein. Sauf que moi, quand j'étais à votre place au Conseil Général, je votais les budgets. Non, je les ai votés, madame. Je les ai votés. Pourquoi? Parce que je considérais que quand dans un grand budget comme ça, on peut pas, voilà, il y a des choses qui ne plaisent pas, on le dit, et puis après le reste, on le voit. Ceci dit, vous avez actuellement la totale liberté de vos choix, de tous et de les assumer. Enfin, en conclusion, je dirais que si les gens n'avaient pas voulu le chiasma, ils ne devraient pas voter pour nous à 60% à New York. Voilà. C'est pour ça que vous avez parlé de rénovation complète de l'espace rencontre. Une fois de plus, vous avez abusé. Aujourd'hui, je peux vous signaler que c'est très clair, puisqu'on l'a voté au conseil municipal et que les élections ont eu lieu hier. Donc, personne n'a été pris en traite. Voilà, mes chers collègues, si c'est tout ce que vous avez à dire. La même élection, ça vous a pas échappé. Si c'est tout ce que vous avez à dire, eh bien, écoutez, franchement, c'est un peu indigent. Ah, mais pour le pôle petit en face. Donc, vous êtes pour? Non. On est contre parce que nous sommes contre le chiasma et pour le pôle petit en face. Mes chers collègues, qui est contre les recettes de fonction d'investissement? L'opposition. Qui s'abstient? Il a été ainsi décidé. Non, sur les recettes d'investissement, les fonctionnaires, etc. Ça, c'était les dépenses. Sur les dépenses, on est contre. Ben oui, mais je suis d'accord. Vous avez des recettes, non, mais c'est pas Non, grave. mais ma langue Vous êtes trompé, non, c'est pas grave. Qui est contre les dépenses d'investissement? L'opposition. Y a-t-il des abstentions? Il a été ainsi décidé. Et pour les recettes d'investissement, non? Et qui est contre les recettes d'investissement? Non, il n'y a pas de Qui s'abstient? Il a été ainsi décidé, le budget est voté. Mais ce qu'on aimerait connaître, ce sont les incidences du passage au 1er janvier vers la métropole de cette... Très bonne question. Voilà. Merci. Très bon. Naturellement, un certain nombre de choses, il y aura des répartitions qui seront faites. Nous, notre souci, il est double. Un, c'était de préserver la compétence, c'est de préserver la capacité pour la commune de faire appel à l'État, enfin, de préserver, voilà, de préserver la capacité juridique voilà, la procédure simplifiée d'expulsion. Voilà, excusez-moi, voilà. Pourquoi? Je vous explique pourquoi. Parce que l'aire d'accueil des gens des voyages étant devenue une compétence globale de la métropole, les obligations de la loi font que c'est normalement toute la métropole qui devrait être en conformité avec la loi. Aujourd'hui, il n'y a que Castelnau, Le Crèche, Jacou et Clapier qui sont en conformité grâce à la ville de Castelnau qui a pris l'engagement de construire ça. Et donc nous avons, bien sûr, en corollaire, l'avantage de pouvoir intervenir quand il y a des occupations illégales de terrain privé et public. Donc dès lors qu'on est dans un contexte, dès lors qu'on est dans une collectivité différente, plus grande, et que cette compétence est totalement dédiée à la collectivité, à cette nouvelle collectivité, on peut imaginer qu'elle ne remplit plus ses obligations, et donc on perdrait l'automaticité de pouvoir intervenir. Le préfet m'a encore confirmé aujourd'hui que l'État maintenait cette possibilité pour la ville de Castelnau. Deuxième chose, le problème se posera de connaître la future gestion des aires d'accueil dans l'agglomération. Je vous le dis tout de suite, je ne suis pas favorable à, et on a parlé à Andardé et à Sarrazin, nous ne sommes pas du tout favorables à ce que ça soit confié à une association. Pourquoi? Ça s'appelle une DST, une délégation de service public. Je vais vous expliquer pourquoi, c'est très très simple. Quand vous confiez, je prends l'exemple de cette pièce. Cette pièce, c'est l'aire d'accueil. Hein? Donc on la confie à une entreprise, une association, peu importe. La DSP, c'est du mur qui est là-bas, au mur qui est là, au mur qui est là et au mur qui est là. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une action, on peut imaginer, aussi bonne que la nôtre. J'en doute qu'enfin, on peut toujours, ne faisons pas de procès d'intention, hein, une action de gestion sur cet espace, qui est celui de l'aire d'accueil des gens du voyage. Sauf que l'aire d'accueil des gens du voyage, il y a des difficultés aux alentours. Hein.
C'est-à-dire que nous savons tous que l'aire d'accueil du voyage, ce n'est pas uniquement les murs de l'accueil, c'est la rue, les vignes d'à côté, et ceci et cela. En fait, c'est un ensemble que nous maîtrisons. Et donc, aujourd'hui, nous savons pertinemment que dès lors qu'il y a eu un DSP, la ville de Castelnau se retrouverait confrontée à un problème qui est celui de l'environnement, de la gestion de l'environnement de l'aire d'accueil des gens du voyage. Aujourd'hui, nous le gérons comme nous le gérons, hein, c'est-à-dire assez bien, hein, parce que c'est très difficile. Voilà. En plus, nous avons un projet social, enfin bon, il y a beaucoup de choses qui ont été faites là-dessus, hein, c'est ça, hein, c'est quelque chose à fait. Donc nous pensons, si vous voulez, que dans le cas du DSP, tous les aspects ne seraient pas pris en compte, et donc on veut conserver une gestion directe. C'est ça? Oui, je pense qu'aujourd'hui, la qualité de la prestation que nous offrons par rapport à sa place d'accueil, à la fois en interne, en accueillant les familles, en essayant de construire avec elles un projet social, notamment pour la scolarisation des enfants, la protection maternelle et infantile. Les expériences qui sont faites avec des délégataires de services publics sont en général bien inférieures à celles-là. Donc la position de Castelnau, je pense des communes en intercommunalité, et de continuer à exercer cette compétence dans le cadre d'une régie directe. Donc la question est ouverte puisque désormais c'est à la métropole d'organiser cette gestion en régie. Et je souhaite conserver les pouvoirs de police puisque le problème aussi se pose. Oui, j'aimerais savoir la raison pour laquelle la subvention à l'association Mediacast est toujours d'un montant élevé, 8 000 €, alors même que cette association a peut-être, semble-t-il, moins d'activités, peut-être moins d'adhérents et qu'elle a une forte trésorerie apparemment en réserve. Dire qu'elle a une forte trésorerie en réserve, je peux vous dire que j'assure un contrôle très rigoureux justement de leur compte et je peux vous dire que la trésorerie, elle a fondu déjà depuis de nombreuses années. Quant à maintenant dire que la subvention est très élevée, je peux vous dire également que depuis, donc, on en est à la 5e année consécutive que la subvention fond au soleil chaque année. Bon, voilà. Par contre, je voudrais... Elle est élevée quand même, la subvention du 8 000 €, hein. D'accord. Tout à fait. Par contre, je voudrais dire que c'est une association qui, à chaque manifestation qu'elle organise, eh bien, attire beaucoup de monde au salon de l'IP et qu'elle porte haut et fort justement l'image culturelle de la ville dans la mesure où l'association peut se targuer de faire venir à Castelnau des pointures aussi importantes que des gens aussi connus que M. Benoît Ladurie, que je pourrais vous en citer comme ça un certain nombre qui ne viennent pas me voir à l'instant même. Je peux vous assurer qu'il y a beaucoup d'associations qui voudraient bien pouvoir avoir un tel carnet d'adresses. Monsieur le maire, j'ai juste une précision à donner. Je suis administrateur dans cette association, je ne participerai pas au vote. Oui, mais c'est bien de dire. Nous voulons savoir exactement ce qu'il en est des découvertes archéologiques qui ont été faites sur le site du Quélus, puisque, comme c'est la loi, il y a eu des fouilles qui ont été faites. Donc, on voulait un point, et en fonction de ce que vous avez, des informations que vous allez nous donner, on verra ce qu'on vient de faire. Bon, tout ça répond à des obligations de la loi, ce qui est tout à fait normal. Donc la première étape potentielle d'investigation archéologique, moi je vous lis ce que et a été déclenchée donc, par le préfet sur une probabilité de découverte archéologique estimée au vu des connaissances acquises sur un site. Cette première étape, dite de diagnostic archéologique, consiste en des tranchées réalisées de façon systématique. Alors là, on le voyait mieux, c'est quand ils l'ont fait sur Eureka, vous savez, après le... Voilà, réalisé de façon systématique sur l'ensemble du site pour jauger de l'existence d'éléments de patrimoine archéologique. Cette première étape s'est déroulée du 14 avril 2014 au 6 juin 2014 concernant le site de la ZAC de Quélus. Elle a abouti à un rapport d'opération qui révèle l'existence d'une nécropole, 8 incinérations, des sites d'habitat et de sections de chemin qui se rattachent à l'antique ferme de Bouzigues, datation d'époque tardo-républicaine, c'est-à-dire antiquité romaine.
Le préfet, sur cette base, a jugé opportun de prescrire une seconde campagne de fouilles archéologiques qui se limite logiquement au secteur de découverte, le secteur de découverte précédent, et ont vocation à expertiser les premières découvertes. Cette phase a débuté en décembre-janvier dernier et est en cours, donc elle n'a pas donné lieu à ce jour à la remise d'un rapport. Alors ce qu'il faut savoir, et c'est pas complètement neutre, c'est pas totalement neutre, c'est que le chantier de fouille ne prévoit plus qu'un léger décapage, donc cette nouvelle étape, d'une faible partie du futur bassin de rétention. C'est-à-dire que les terrains seront libérés pour la mi-avril. Sur la partie haute, le puits gaulois découvert devrait être protégé. Enfin, pour ma part, j'ai demandé à ce qu'il le soit. C'est pas du tout sûr qu'il l'accepte. Hein. C'est pas du tout sûr. Son implantation se situe dans le futur espace vert du quartier. Donc moi, j'aurais aimé qu'on le mette en voilà, ça peut faire voilà, ça peut être sympa, mais c'est pas du tout certain qu'ils l'acceptent. Ils vont peut-être nous demander au contraire de le ils vont le renfouir, c'est possible. Enfin, en tous les cas, nous on l'a demandé.